Bien. La présentation qui va suivre a été présentée conjointement par moi-même et par Laurise Moreau, qui est absente aujourd'hui, même bien malgré elle. Nous travaillons tous les deux dans un service d'études du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'intitule l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse. Et évidemment, cet ancrage institutionnel n'est pas étranger à l'angle d'analyse que nous avons choisi par rapport aux données du baromètre social de la Wallonie. Alors, je suppose qu'à cette étape-ci de la journée de cette 5e conférence scientifique, vous vous demandez est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur ces données baromètres. J'espère bien vous démontrer que oui, et si c'est le cas, ce sera une réussite de plus à mettre à l'actif, au crédit de l'IWEPS, qui, comme Pierre Baudouin l'a signalé ce matin, a pris le pari et le risque éventuellement de mettre ces données à la disposition d'autres institutions qu'elles-mêmes. Alors on m'a également dit, mais c'est très bien de passer en fin de journée, même si nous commençons tous à sentir un peu le poids de la journée et surtout de l'avalanche de chiffres. On m'a dit c'est très bien parce que toi tu vas parler des jeunes et ça des jeunes c'est l'avenir, donc ça tombe bien. Eh bien, j'espère que ce sera le cas. Et je constate qu'on m'a mis une charge supplémentaire puisque je dois répondre à M. Ablé en même temps. Alors, je vais me permettre également, et ça ce sera un deal que je fais avec vous, d'être un peu moins nuancé que tous les conférenciers qui m'ont précédé. Donc, je vous renvoie pour les nuances dans l'analyse des chiffres et la décomposition des chiffres à la publication qui va suivre, qui suivra cette conférence. Et moi, je vais essayer de me centrer davantage sur le message. Voilà, pour votre confort et pour le mien, il me semblait que c'était une bonne option à prendre en fin de journée. Donc, je m'attarderai moins aux détails et aux nuances des chiffres qu'au message que je veux faire passer. Alors, il y a 3 angles d'analyse dans cette présentation. La première, c'est celle des affiliations formelles. Alors, on a déjà beaucoup parlé ce matin des associations. Il s'agit de la même chose. Je parle simplement, j'ai essayé de traduire membership, l'affiliation, c'est-à-dire est-ce qu'on est membre ou non, actuel ou passé, d'une association. Alors, moi, je n'ai pas fait de regroupement ou de catégorie. J'ai simplement considéré que le fait d'avoir été membre d'une association était quelque chose d'intéressant du point de vue de la socialisation, parce que être membre d'une association, c'est être confronté à un certain nombre de règles. Donc c'est autre chose que la sociabilité informelle. La deuxième question va nous occuper beaucoup, et c'est un peu le message que je veux faire passer, c'est la question des transitions. Parce que, voyez-vous, on est jeune aujourd'hui de plus en plus longtemps. Ceux qui sont parents et qui ont des ados de 18 à 30 ans le savent, cette période qui autrefois conduisait rapidement à un statut d'autonomie adulte, cette période a tendance à s'allonger et donc ça pose une question très intéressante du point de vue des opinions, des attitudes et surtout du bien-être de cette frange d'âge. La troisième question, la question des préoccupations, elle sera ici abordée de manière très précise. On a déjà, dans les exposés précédents, évoqué le sentiment d'impuissance. Et le sentiment d'impuissance, c'est une composante importante de notre être au monde. Donc j'essaierai aussi de parler de cette question. Et également de la perception de l'avenir, puisqu'on est bien dans une jeune génération qui peut se poser cette question. Les tranches d'âge. Les tranches d'âge, 18-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans. Simplement une précision, on ne peut pas descendre en dessous compte tenu d'effectifs, c'est après tout une étude, une analyse secondaire de données, comme on dit, donc on n'est pas passé, on n'a que 250 avant 30 ans, 250 personnes, et 350 jusqu'à 30-34 ans. Alors pourquoi 34 ans? Vous voyez, est-ce qu'on est encore jeune jusqu'à 30-34 ans? Mais c'est évidemment directement lié à cette question des transitions, puisqu'on s'est rendu compte en analysant les données que les transitions, ça ne s'arrêtait pas à 30 ans. Il y a encore des choses qui se dessinaient après 30 ans jusqu'à 34 ans. Alors, voilà le plan de la présentation. Un rapide portrait sociodémographique des 3 tranches d'âge les plus jeunes.
ce sera rapide parce que c'est une confirmation plutôt de choses qui sont déjà bien connues par ailleurs. Une analyse comparative des affiliations formelles dans des groupes constitués, hein, c'est une appellation un peu lourde, mais c'est bien pour dire qu'on parle de quelque chose, on ne parle pas de la sociabilité en général ou de la sociabilité informelle, mais bien du membership, de l'affiliation dans des groupes qui ont des règles, hein, quels qu'ils soient, ces groupes. Une analyse comparative des transitions et une analyse comparative des préoccupations. Quand je dis comparatif, c'est à la fois dans les trois tranches d'âge que je viens d'indiquer et également par rapport aux générations les plus âgées. Alors, le portrait sociodémographique, c'est essentiellement des confirmations, donc je les ai repointés ici pour mémoire, je ne m'y attarderai pas. Cette génération, on l'oublie souvent, c'est une génération plus instruite, en tout cas en termes de diplôme, et c'est important de le repréciser. C'est également une génération qui a des racines à l'étranger. Environ un tiers et un quart des personnes interrogées, soit sont nées à l'étranger, soit ont un de leurs deux parents qui est né à l'étranger. On l'évoquait tout à l'heure, Pierre Bréchot, dans sa présentation des valeurs, il a parlé de sécularisation croissante. Cette génération comporte également une proportion plus importante de non-croyants, d'agnostiques ou d'athées. J'ai pointé, parce que c'est vraiment massif et c'est très important dans cette génération, une utilisation très majoritaire d'Internet dans le cadre des loisirs. Quand je dis très majoritaire, c'est une proportion comme 70% de jeunes qui utilisent quotidiennement Internet dans le cadre de leurs loisirs. C'est quand même important. C'est une génération qui tendanciellement a plus d'amis. On verra si c'est une question enfin, on verra pas. On pourra se poser la question si c'est une question de génération ou de cycle. Vous savez que dans des enquêtes comme celle-ci, on ne sait pas distinguer les deux effets. On ne sait pas dire si c'est un effet de génération, c'est-à-dire c'est parce qu'on est né à une telle époque avec telle caractéristique qu'on a telle ou telle disposition, ou bien si simplement c'est un effet de cycle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, eh bien on change simplement parce qu'on est à un autre âge de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas distinguer à partir des données disponibles ici. Enfin, c'est une génération festive, et d'ailleurs, comme les Wallons en général, je pense qu'on n'a pas suffisamment souligné ce matin, plus de 50% reçoivent et sont invités chez des amis au moins une fois par semaine. La proportion pour l'ensemble de la Wallonie est quand même de 42%. C'est quand même une de nos caractéristiques bourguignonnes, comme disait un collègue flamand qui trouvait que les Flamands étaient eux aussi très festifs. Ça, je vous les juge. Je commence par les affiliations. Le palmarès des affiliations actuelles ou passées, l'ensemble des Wallons, pour recadrer. Quand je dis le palmarès des affiliations, c'est bien sur l'ensemble des Wallons. Les associations sportives ou de loisirs, on ne l'a pas souligné ce matin, c'est quand même le type d'association. Je n'ai pas fait de regroupement, hein, donc ce sont les items tels qu'ils sont dans le questionnaire. Les associations sportives et de loisirs sont quand même celles qui suscitent le plus d'affiliations. Plus d'un Wallon sur deux a au moins une fois dans sa vie été membre d'associations sportives et culturelles. Pour les mouvements de jeunesse, ce n'est pas négligeable non plus, plus d'un tiers. Les syndicats, on l'a rappelé ce matin, c'est une caractéristique bien belge. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui sont passées par une affiliation syndicale, même si, comme on l'a souligné, ce n'est pas à mettre au même plan que les deux dernières, les minoritaires, les associations de solidarité et d'entraide, 15%, et les associations religieuses ou philosophiques, 10%. Alors, ce tableau-ci, on va y passer rapidement dessus également, mais ça souligne une chose qui a été indiquée ce matin et qui est très importante. Lorsqu'on est membre d'une association, ça va de pair à être membre ou avoir été membre d'autres associations. Autrement dit, c'est comme pour les identités, c'est un peu complémentaire. Ceux qui sont membres qui ne sont pas membres de quelque chose, ou de deux ou trois choses, ils sont généralement tendance à ne pas être membre de rien. Tandis que quand on est membre d'au moins quelque chose, un mouvement de jeunesse, un syndicat ou une association culturelle, on a tendance à être membre aussi de quelque chose. Et vous verrez que ça a de l'importance pour le message que je veux faire passer à partir des résultats de cette enquête. Je n'attarde donc pas, je n'attarde que sur un chiffre dans ce tableau, le fait que... Alors ça fonctionne. Il faut mettre 1 ici.
le seul chiffre sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le chiffre supérieur. Vous voyez que pour ces 4 associations majoritaires, merci, voilà, c'est ça, et pour les 4 associations majoritaires, il y a quand même 26% de Wallons qui n'ont jamais été membres. Et si l'on prend l'ensemble des associations qui ont été citées, il y a quand même 20% de Wallons qui n'ont jamais été membres de rien du tout. Alors, vous voyez, on va procéder, ce sera pour la facilité, chaque fois de la même manière pour les graphiques. Je ne vais pas parler de chiffres, mais de tendances. Hein. Vous voyez qu'on procède de la même manière. On va prendre la tranche d'âge la plus jeune, la 18-24, comme référence. Et puis, on va prendre pour les différents items, on va partir des pourcentages les plus élevés et on va descendre les pourcentages les plus faibles. Ce qu'il faut noter, il n'y a rien de transcendantal là-dedans, mais c'est intéressant de le noter quand même. La pratique sportive diminue à partir de la tranche d'âge 25-29 ans. Elle se stabilise jusqu'aux environs de 44 ans et puis elle baisse progressivement en fonction des âges. Les mouvements de jeunesse, il n'y a pas de différence importante selon les tranches d'âge. C'est entre 30 et 40%, on ne va pas chicaner sur les chiffres, ce qui est quand même important. Pour les syndicats, vous voyez que c'est très clairement lié à la question de l'emploi, puisque vers 30-34 ans, vous voyez que l'affiliation à un syndicat devient plus importante et concerne environ 40% des personnes. Les associations culturelles, c'est très variable. On peut juste noter que avant 18 ans, dans cet échantillon, avant 24 ans, pardon, dans cet échantillon en tout cas, c'est moins fréquent, c'est plus fréquent que dans la tranche dans les 2 tranches suivantes, 25-39 et 34 ans. Après, ça semble correspondre à la vie active. Ce qui est intéressant de noter, ce que j'ai voulu pointer dans cette question des associations, c'est ceci. Pour au moins une de ces associations, exercez-vous ou avez-vous exercé des responsabilités comme membre organisateur? Vous voyez que, grosso modo, la courbe est croissante. Oui, j'ai été membre organisateur. Hein, pour au moins une de ces associations, ça augmente avec l'âge. Oui, je suis membre organisateur aussi, ça augmente avec l'âge. Autrement dit, en quelque sorte, et c'est quand même important de souligner par rapport aux opportunités de participation qui sont laissées aux jeunes, l'organisation dans ces associations est plutôt trustée par les personnes plus âgées. On pourrait dire, on pourrait faire 2 diagnostics, hein, soit il n'y a pas vraiment de place pour un rôle actif des jeunes dans ces différentes associations, ou soit il y a une expérience indispensable qui est requise pour pouvoir être membre organisateur. Je vous laisse juger. La chose importante à retenir par rapport aux affiliations, c'est ceci. Ceux qui n'ont jamais été membres, et je parle là des tranches d'âge 18-24, 25-29 et 30-34. Ceux qui n'ont jamais été membres sont plus nombreux à avoir moins d'amis proches, fréquentent souvent des personnes dont le niveau de revenu est clairement inférieur ou supérieur au leur. Ça veut dire que la diversité sociale de leur fréquentation est moindre. Et enfin, et j'ai souligné à quel point ça pouvait être important, elles utilisent moins souvent Internet dans le cadre de leur loisir. On voit donc qu'il y a des indices de vulnérabilité tangibles, importants, par rapport à la catégorie des jeunes qui n'ont jamais été membres d'aucune association formelle. Les transitions. Je vais essayer de maîtriser le temps. Qu'est-ce qu'il me reste? Il reste 20 minutes, je pense. 10 minutes. Les transitions. Vous voyez, ici j'ai pris des repères marquants, évidemment. Vous voyez qu'en partant du dessus, pas d'enfant, dans la tranche d'âge en dessous de 25 ans, c'est plus de 90%. Et puis ça diminue par palier, dans la tranche d'âge de 24 à 30 ans, et puis dans la tranche d'âge de 25 à 29, et puis la tranche d'âge de 30 à 34 ans. Ça diminue encore dans la tranche suivante, et puis ça atteint un peu un palier.
Les célibataires, c'est un critère très strict également. Ça veut dire jamais marié. Vous voyez que là, elle suit à peu près la même courbe descendante, mais contrairement au fait de ne pas avoir d'enfants qui reste le lot de environ 10 à 20% de Wallons, le fait de ne pas être marié, on finit tous apparemment par y succomber, même dans des âges plus avancés. Le logement. Le logement, ça c'est le côté le plus spectaculaire, en tout cas pour ceux qui ont des enfants de 18 à 30 ans. Bien entendu, le logement seul, avec parents ou assimilés, était quelque chose comme une ouverture et une liberté pour des gens de ma génération, et donc c'était le plus rapidement possible. On voit que la situation a profondément changé. En dessous de 25 ans, et là c'est vrai qu'il reste encore beaucoup d'étudiants, il y a quand même 70% des Wallons qui continuent à habiter seuls avec un parent ou assimilé. Mais dans la tranche d'âge suivante, donc jusqu'à 30 ans, il y a quand même encore 25% des jeunes Wallons qui habitent seuls avec parents ou assimilés. On peut entrer un peu plus dans le détail et dire, pour un peu montrer l'ampleur du phénomène de la cohabitation avec les parents. Je précise que c'est vraisemblablement le plus souvent des cohabitations forcées et liées aux conditions de vie, évidemment, même si ça se passe bien, mais je veux dire c'est lié à des raisons économiques. Donc lorsqu'on combine les gens qui vivent seuls avec leurs parents et les gens qui vivent avec leurs parents dans d'autres configurations, soit qui sont en couple, soit qu'ils ont des enfants, et on arrive à 70, donc à 80% en dessous de 25 ans, dont 70% seuls et 8% avec leurs parents, mais en couple ou avec des enfants. Et entre 25 et 29 ans, c'est ça le chiffre intéressant, un Wallon sur 3 vit encore avec ses parents, 25% seuls avec leurs parents et 8% avec une autre formule, soit en couple, soit avec des enfants. Le nombre de Wallons qui vivent seuls, là, n'est pas tellement intéressant, puisque il est environ 14% et il reste constant jusqu'à 55 ans, où c'est à partir de 55 ans que ça augmente, mais c'est un autre problème. Alors, dans les autres transitions, j'espère que vous voyez se dessiner l'image que je veux donner de cette période, c'est quelque chose où les étapes d'accession à ce graal de l'autonomie qu'est un emploi stable et à temps complet prend plus de temps, beaucoup plus de temps qu'auparavant. Vous voyez, travail à temps plein, c'est la même chose, il faut attendre 34 ans, si je dis bien, oui, pour qu'on arrive à une proportion qui approche les 90%. Je parle évidemment ici, parce qu'on est dans des tranches d'âge jeunes, donc je parle des personnes qui sont de la population active, et pas des jeunes qui sont encore aux études. D'ailleurs, vous voyez que les jeunes aux études, c'est la courbe rouge, ils sont plus de 50% en dessous de 25 ans, et puis ça chute de manière très importante entre 25 et 29 ans. J'ai pris également pas de permis. Là encore une fois, c'est un peu par comparaison avec un marqueur d'autrefois de l'accès à l'autonomie. Je pense qu'il fut une génération où on était pressé de pouvoir avoir son automobile et donc d'avoir son permis. Vous voyez que grosso modo, même si 50% des jeunes de moins de 25 ans ont leur permis, il reste encore plus de 20% qui, avant 30 ans, n'ont pas leur permis, et ça continue à descendre jusqu'à 35-40 ans. Ces trois courbes-ci sont aussi des courbes qui concernent les mêmes tranches d'âge. Je n'ai pas résisté au plaisir de retrouver certaines tendances générales. La satisfaction de votre vie en général, c'est une mesure synthétique mais très intéressante sur le bien-être perçu par les gens. Vous voyez qu'on n'est pas dans une situation catastrophique au niveau du bien-être. Plus de 30% dans les trois tranches d'âge dont je viens de dire que sa période de transition s'allongeait, ces trois tranches d'âge ont un niveau de satisfaction, sont de très grande satisfaction par rapport à leur vie, qui est loin d'être négligée. Il y a 30%.
Et alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui sont au milieu de la trentaine, hein, parce que c'est une tendance que l'on observe ailleurs aussi, c'est en fait dans la période active, c'est-à-dire entre maintenant 35 ans et 55 ans, que les choses sont les plus compliquées en termes de satisfaction de la vie, puisqu'on doit combiner différentes choses, un stress professionnel, un couple à gérer et des enfants en plus. Ça remonte sur la fin de la vie, comme vous voyez, donc il y a de l'espoir, et ça descend après. C'est une courbe en U, autrement dit. C'est une courbe en U, sauf que le U ne se dessine qu'à partir de 35 ans. Alors, le revenu, par contre, le revenu qui permet de joindre les deux bouts difficilement ou très difficilement, j'ai pris l'indicateur difficile, hein, vous voyez quelque chose de spectaculaire, c'est que si avant 25 ans, ce n'est pas un grand problème, et papa et maman sont évidemment beaucoup plus présents, et c'est beaucoup plus normal de dépendre de leurs ressources, mais dans la tranche d'âge 25-30 ans, les choses sont quand même assez dramatiques. On est à plus de 50% de cette tranche d'âge qui est très difficile de joindre les deux. Ça diminue, mais progressivement, hein, vous voyez, très progressivement, mais ça redémarre, c'est sans doute lié à la satisfaction au niveau de vie, hein, c'est la même allure. Ça remonte après, et il y a le creux à partir de 65 ans. Apparemment, à partir de 65 ans, on ne se pose plus les questions financières de la même manière. Demandeur d'emploi, je n'ai pas besoin de le rappeler, ça augmente entre l'âge de 25 ans, pardon, l'âge de 18 ans, et jusque 35 ans, ce n'est qu'à partir de 35 ans que la courbe des demandeurs d'emploi diminue. Alors, tout cela a des conséquences sur les préoccupations de cette tranche d'âge. Et c'est ça que j'ai voulu également illustrer ici. Prenons le sentiment d'impuissance. Je me sens impuissant face au changement actuel. Vous voyez que ça augmente entre 18-24 ans et 34 ans. Ça augmente graduellement. Le sentiment d'impuissance, en fait, est également une caractéristique de cet allongement de la période de transition. Les autres items ne font que confirmer cette tendance. Oui, je vais tout finir, il reste 3 diables. Les autres items confirment cette tendance. Hein. De nos jours, je ne comprends rien à ce qui arrive. Vous voyez, ça augmente hein, dans les 3 tranches d'âge inférieures. La confiance, on a parlé ce matin également de la confiance que l'on peut faire dans la plupart des gens. Je l'ai mis dans le même sac parce que ça me paraît du même ordre. Quand on peut faire confiance aux gens, on a un certain contrôle sur sa situation. L'inverse, vous voyez, je me sens impuissant, suit une courbe opposée. Les préoccupations en termes d'avenir, vous voyez que là aussi, on a quelque chose qui est marqué par rapport aux 3 tranches d'âge que j'ai mis en évidence, les 18-24, 25-29 et 30-34. Il y a davantage de préoccupations par rapport aux difficultés financières à venir et par rapport au fait à l'optimisme par rapport à la situation que ces enfants ou la génération future pourraient rencontrer comme difficulté, même si ça se tasse à partir de 30 ans. C'est l'augmentation et puis le stagnatation. J'ai sauté un peu plus de minutes. Ça va, c'est dans les temps. Conclusion et message. On est devenus tous familiers, depuis le film Tanguy, à la question de l'allongement des transitions. Même si c'est cette situation qui était un peu caricaturale, puisqu'il s'agissait d'un étudiant doctorant qui avait par ailleurs une vie de couple et qui avait même des revenus, mais qui est installé durablement chez ses parents. Et cette situation de Tanguy s'est un peu généralisée, grosso modo, ces dernières années. On a aussi parlé d'adolescents, une contraction de adolescents et adultes. On a parlé de NEET, Not in Employment, Education or Training, donc ni aux études, ni à l'emploi, ni en formation. Tout ça pointe vers une même réalité, l'allongement des transitions et la diversification des parcours.
Ça veut dire que pour tous les jeunes, cette période devient une période où les trajectoires sont beaucoup plus incertaines. L'incertitude est ce qui caractérise cette période allongée vers l'âge adulte. Et donc, et ça c'est important également, ça veut dire que cette génération, pour laquelle les transitions s'allongent, est davantage et tributaire plus longtemps des ressources financières, sociales et culturelles de leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, comme elle est incertaine pour tout le monde, cette période, les sentiments d'impuissance et les craintes pour l'avenir sont largement partagés. Et on peut se demander quelles conséquences ça va avoir à long terme d'une génération qui a vécu aussi longtemps dans autant d'incertitudes. Mais l'ombre principale au tableau, et la question qui est la plus interpellante pour la décision publique. L'ombre au tableau, et la question la plus centrale, c'est que cette période d'allongement des transitions provoque ou accentue un creusement des inégalités entre jeunes de la même génération. On peut même parler d'un clivage entre jeunes. Autrement dit, il y en a qui, sans doute, vivront avec une certaine incertitude cette période, mais auront des opportunités, développeront des compétences complémentaires, trouveront de quoi rebondir en cas de difficulté et finiront bien par trouver un emploi stable et intéressant et à temps plein. Et il y en a d'autres qui vont, pendant la même période, cumuler encore davantage de handicaps que ceux qu'ils ont généralement déjà cumulés, puisque l'on sait que le système scolaire est évidemment très tributaire, même encore maintenant, du capital social et culturel des parents. Donc cette frange qui cumule les handicaps, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour garder en quelque sorte une cohérence et notre ambition de modèle social redistributeur et d'atténuateur des inégalités, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place comme politique publique pour que ce clivage entre générations ne prenne pas des allures de schisme entre générations. Je vous remercie de votre attention.